chers internautes, bonsoir chers followers. Bienvenue sur Africa 7 TV, c'est NM. Vous êtes sur votre émission préférée, Entrepreneur africain. Vous l'avez compris, une télévision, un présentateur, Laye Bamba Seck. 3 nationalités, le Congo, le Cameroun et le Burkina. Bonsoir Julienne. Bonsoir monsieur Seck. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de quoi ce soir? Ce soir, nous allons parler de cosmétiques et l'accompagnement, les conseils pour ce produit cosmétique. En face de vous, on a une compatriote qui vient également du Congo, Mboté. Mboté. On vous laisse vous présenter. Moi, c'est Mboukou Massamba, Claude de Beauvoir. Alors, vous allez nous parler de quoi ce soir? Dans quoi vous entreprenez? Je suis dans tout ce qu'on vend, tout ce qu'on vend, ce qu'on mange, un peu d'habits, un peu d'habillement. Un peu d'habits, un peu d'habillement, un peu d'alimentaire, un peu de non-alimentaire. Voilà. Très bien. On part du côté du Burkina. Nizabré. Bonsoir, comment ça va? On va vous laisser vous présenter. Oui, je suis Aruna Kindo. Aruna Kindo. Je suis manager d'un cabinet d'études basé ici à Dakar qui s'appelle Mémoire Vive. Et nous travaillons dans tout ce qui est restauration de la mémoire du passé. Parce qu'on se rend compte qu'on a l'impression que l'Afrique a un problème avec son passé et nous travaillons à restaurer ce passé-là. Et vous le restaurez numériquement ou physiquement? Tous les éléments, nous les utilisons, tous les supports, aussi bien numériquement, en audiovisuel et également sur support papier. Très bien, nous allons y revenir tout à l'heure. On va aller maintenant au Cameroun. Aléco. Azebo. Allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir. C'est Vadovi Fogui Zabdon. Je suis camerounais, marié et je suis aussi docteur en médecine et responsable, cofondateur, responsable du marketing et de la stratégie de l'agence de communication Vaud, tout en étant aussi cofondateur. J'ai 3 associés. Et ces dernières années, nous avons accompagné des entreprises comme Yandex, qui est venu installer Yango ici au Sénégal, l'UNICEF, Mastercard Foundation et Trilabs. On a accompagné plus de 600 projets ces 11 dernières années. Et voilà, on espère. Ça, c'est dans le son. Donc, depuis l'école primaire, on nous a initié un peu à vendre pas mal de choses. Je me suis dit, je veux me lancer. J'avais commencé avec le saka, vu que nous, le saka qu'on mange en pile. On n'écrase pas. Oui. Donc j'avais commencé avec le saka, après je me suis lancée avec le manioc. Après, j'ai essayé un peu d'élargir. Donc c'est un peu ça. Donc et là, vous avez cherché du travail, vous n'avez pas trouvé, après le diplôme. Voilà. Vous avez préféré entreprendre. Voilà. Et pourtant, sur le plateau, il y a 2 cabinets qui refusent de recruter. À côté de vous, Monsieur Kindo. Oui. Allez, on va vous laisser nous parler un peu des problèmes d'archivage. Pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous êtes lancé pour restaurer la mémoire de l'Afrique? Parce que je l'ai constaté sur le terrain. J'ai quand même une trentaine d'années d'expérience. J'ai travaillé dans le domaine de la communication. J'ai travaillé au niveau de 2 institutions internationales. Bien. Et à tous ces niveaux, je me suis rendu compte que nous avions un problème de gestion de ce que j'appelle notre base de connaissances. Ce que les Anglais appellent le knowledge management. Le knowledge management. Parce que au niveau de toutes les structures, que ce soit étatiques ou au niveau de ces institutions internationales, les archives sont pratiquement reléguées au dernier rang des services. Très souvent, quand vous allez dans les administrations, quand vous allez dans les institutions, c'est très souvent dans un bureau, au fond d'un couloir, que les archives sont entassées. Alors que c'est notre base de connaissances, c'est la base de connaissances des institutions. Et c'est sur cette base de connaissances-là que nous devons construire le futur. Et je me suis rendu compte qu'il était donc un défi à relever. C'était d'accompagner aussi bien les structures étatiques, les structures internationales, mais également faire un recueil de témoignages. Parce que l'autre problème, c'est ça. Nous n'avons pas la tradition d'écrire. Nous n'avons pas la tradition de consigner les connaissances que nous avons acquises durant notre parcours professionnel. Et on se retrouve donc très souvent à partir vraiment de néant, alors qu'il y a un travail qui a été fait avant. Et je prends toujours l'exemple des pays asiatiques
qui aujourd'hui ont bâti leur croissance vraiment sur leur passé, parce qu'ils ont su capitaliser sur ce qui a été fait avant. Et c'est vraiment tout ce travail-là que nous sommes disposés vraiment à faire, parce qu'il est important pour l'Afrique aujourd'hui de se baser sur ce passé-là pour se projeter dans le futur. Et toutes ces données-là, vous les conservez en interne ou bien vous les partagez avec les États? Non, nous avons commencé il y a juste quelques années. Nous avons approché des structures pour leur faire comprendre d'abord l'importance de ce travail-là, parce que très souvent, au plus haut niveau des institutions, les gens ne comprennent pas l'importance de ces structures-là. Moi, j'ai travaillé dans une institution internationale et je suis convaincu que dans les prochaines années, cette institution va connaître peut-être des problèmes. Parce que les archives sont tellement mal gérées que même les dossiers du personnel sont mal gérés. Ce qui fait que dans les prochaines années, vous allez avoir des procès, vous allez avoir toute difficulté juridique parce que vous n'avez pas su conserver les archives. Donc ce que nous faisons, c'est vraiment approcher les structures pour leur démontrer l'importance de ce travail-là pour que nous puissions non seulement travailler à restaurer les images, les archives plutôt, à les conserver et recueillir les témoignages des personnes et ressources qui sont encore vivantes. Parce que très souvent, ce sont des mines de connaissances. Effectivement. Une fois qu'elles sont parties, elles ne laissent rien derrière elles parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de tradition d'écrire des livres, d'écrire des livres de témoignages, d'écrire des livres sur notre parcours professionnel. Et vous faites des vidéos pour donner la parole à ces personnes-là qui ont été témoins des choses. Voilà, très souvent, nous faisons le travail donc, sur les deux leviers, le levier écrit et le levier film. D'accord. Voilà. J'ai eu l'occasion de faire 2 films dans ce domaine-là. Et pour vous dire, la plupart du temps, quand on veut parler de l'histoire d'un secteur d'activité aujourd'hui en Afrique, nous sommes obligés d'aller chercher les données ailleurs. Que ce soit les images, que ce soit les archives écrites, nous sommes obligés d'aller les chercher ailleurs. Parce que justement, nous n'avons pas pu conserver ces archives-là, nous n'avons pas su recueillir les témoignages de ces personnes-là. Et donc, le travail que nous allons faire, c'est comme je l'ai dit, sur ce double pilier, pilier papier et puis pilier recueil de témoignages sous la forme de film historique. Est-ce que vous travaillez avec les entreprises privées? Oui, pour le moment, nous avons approché des structures étatiques aussi bien au niveau du Sénégal que d'autres pays. Nous avons également approché des entreprises privées et nous avons des projets qui sont dans le pipeline. Très bien. En face de vous, on a un chef d'entreprise, M. Kindo. M. Fogui, excusez-moi, M. Fogui, est-ce que vous êtes intéressé par ce qu'il fait, l'archivage, restaurer la mémoire, parce qu'un pays sans archives n'a pas de mémoire. Un pays sans archives n'a pas de mémoire. Est-ce que cela vous intéresse? Absolument, c'est quelque chose qui est primordial parce qu'aujourd'hui, il est indispensable d'avoir la capacité de pouvoir documenter notre histoire, rendre accessible notre histoire et personnellement, c'est l'une des choses qui en réalité a été le déclic pour m'amener dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui. Dans la communication. Voilà, parce que mon père particulièrement, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'histoire. C'est grâce à lui qu'on a une bonne partie de notre histoire, déjà nous-mêmes en tant que famille, moi-même en tant qu'enfant. J'ai été très influencé par sa rigueur à pouvoir prendre la peine de pouvoir archiver et surtout annoter différentes époques de la vie dans notre famille. Et ça, mis à l'échelle d'un pays, d'un continent, c'est indispensable. Parce que ce n'est que ça qui restera lorsque nous, on passera. Très bien. Et j'espère que vous êtes en train de numériser tout ce que notre père a laissé pour nous. Ah, certainement, il avait écrit une responsabilité. Exactement. Oui. Monsieur Fogui est docteur en médecine et actuellement, il a carrément changé de cap pour aller dans la communication. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans la communication? Alors, c'est très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été fortement influencé dans mon enfance par la capacité de mon père à pouvoir
être extrêmement organisé dans tout ce qui est documentation de notre histoire, particulièrement la mienne. Ma mère aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement organisé. Leurs deux influences vont m'amener à très tôt être attaché à être notre approche. Cette approche de rigueur, de structuration et de professionnalisme, qui est tout simplement l'influence de mes parents. Et très rapidement, ce qui va donc se passer, c'est que des gens vont nous remarquer. Et là où je viens amener le deuxième élément, le deuxième facteur, c'est-à-dire la foi, c'est qu'en réalité, ce n'est pas nous qui avons créé nos premiers marchés. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a travaillé avec Yandex, qui a implanté Yango ici. Ce n'est pas nous qui avons des marchés, c'est eux qui sont venus à nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait en 2021. Et c'est ça qui va tracer en fait notre voie, qui va frayer le chemin. De la raison pour laquelle je parle de foi. La rigueur et la foi vont amener à ce que le chemin se trace. Et on va comprendre très rapidement qu'il y a un besoin criard pour les professionnels, les entreprises, les organismes et les ONG de pouvoir communiquer avec de l'image de qualité. Et c'est la raison pour laquelle on va structurer des départements qui vont accompagner désormais plusieurs projets, des centaines sur ces dernières années. Voilà comment est-ce que, en mettant tout cela, tous ces ingrédients ensemble, le besoin va, la réalité de l'agence de communication va s'imposer à nous. Et vous avez délaissé tout ce qui est médecine, ou bien vous continuez à exercer votre métier de médecin? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai exercé pendant un moment, mais il y a eu très rapidement, on parlera de défi tout à l'heure, le défi de standardisation de l'activité, de structuration de l'activité et d'étendre l'activité pour pouvoir permettre de répondre aux besoins de plus en plus d'acteurs du Sénégal et de la sous-région. Et pour cela, ça devenait un tout petit peu incompatible avec la pratique H24 de la médecine qui est très prenante. Donc, moi, étant responsable justement de la stratégie de l'entreprise, il était important et urgent, je dirais même, de se focaliser sur ce point-là pour être sûr qu'on arrive à continuer à donner la même qualité pour laquelle les gens sont venus au départ vers nous. Donc, c'est ça. D'accord, d'accord. Madame Claude, Monsieur Fogui a fait des études en médecine, il les a délaissées pour faire de la communication. Toi, tu as fait des études en management pour te consacrer maintenant à tout ce qui est cuisine et vente d'habillement. Est-ce que vous n'avez pas à peu près les mêmes chemins? Bien sûr. Ou bien c'est à cause des gens comme lui que la communication est saturée maintenant, ce qui pousse les jeunes diplômés à aller entreprendre? Dites-nous. C'est pas ça. Hein. C'est quoi? Dans la vie, hormis l'école, il faut aussi savoir lire son destin. Oui. Parce que tu peux faire médecine en cheminant, parfois c'est pas ça. Donc il faudra te réorienter. Hein? On dit quoi? C'est réorienter. Voilà, sur ce que ton cœur te pousse à faire. Et tu seras à l'aise. C'est le cœur ou le marché? Lui, c'est le marché qui l'a poussé, hein? Et je crois bien. Non, mais le marché, c'est aussi de l'instinct. Ça, c'est important. Il faut suivre ce que l'esprit te dit. D'accord. Très important. Merci beaucoup. Julienne, vous faites de l'accompagnement, vous faites également dans tout ce qui est produits cosmétiques. Racontez-nous votre histoire. Oui, je suis dans l'accompagnement. Accompagnement, ce qui veut dire conseil par rapport aux produits cosmétiques et d'autres produits que je n'ai pas prononcés ici. Parce que je vois aussi les produits spirituels, religieux. Oui. Donc voilà, c'est dans ce sens plutôt que je fais plus d'accompagnement qui est lié un peu au développement personnel, la connaissance de soi, comme ce que vient de dire Madame Claude. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas passer. J'ai fait la formation, je suis logisticienne de formation. Ah, logisticienne. Mais par la suite, j'ai changé. Pourquoi? Parce que j'ai eu du mal à trouver le boulot, même les stages. Et je me suis posé la question, je suis à l'étranger, vous m'envoyez pour étudier. Je ne veux pas retourner comme ça en ce moment au pays. Si je retourne, c'est pas sûr que je trouve ce que je souhaite, ce que je veux. Donc pourquoi ne pas me lancer dans ce que j'aimais faire en étant enfant? Nous, au Congo, souvent,
on a cette habitude-là, les parents sont souvent des commerçants et des commerçantes. Donc, en grandissant, ils nous transmettent ce savoir. Donc, je me suis retournée à ça et je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer sur ça? Comme je n'arrive pas à trouver du boulot, c'est mieux de pratiquer ce que je sais déjà faire. Donc, d'où m'est venue l'idée de pouvoir monter l'entreprise en boutique cosmétique. Mais avant la boutique cosmétique, je suis passée sur ce que Claude a dit. Je ne savais pas quoi faire au début. Vous avez hésité? Oui, non, pas l'hésitation, c'est par rapport au fonds que j'avais. Je n'avais pas assez de fonds. Donc, je me suis dit, comme je n'ai pas assez de fonds, par rapport à notre alimentation, je peux m'en sortir. Et vous avez commencé par quoi? Et j'ai commencé par... le foutou? Le manioc. Non, on dit ça, le manioc, parce que toutes les Congolaises savent le faire. Oui. Donc, c'est facile à pouvoir se lancer dans les choses qu'on maîtrise. D'accord. Donc, je me suis lancée dans ça et après, ça a évolué, ça a évolué. Je me suis encore posé la question de savoir, est-ce que dans ça, j'irai loin ou je veux m'arrêter? Parce que c'est le travail qui est un peu pénible, il faut le dire. Oui. Donc, j'ai dit, avec cosmétique, en étant à l'école, je disais, mon premier business, ça sera du cosmétique. Donc, je vais essayer de me lancer dans ça. Je me suis lancée, avec le temps, j'ai vu que j'avais plus de facilité et il y avait plus d'évolution par rapport au manioc, à l'alimentation. Et j'ai supprimé, bon, pas complètement, parce qu'il y a certaines choses que je vends toujours, mais je me donne plus dans ça. J'ai développé le cosmétique et la vente des produits spirituels parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Les gens qui viennent me confier leurs problèmes, de prier pour eux, de ceci. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en étant enfant aussi, ce côté-là, c'était marqué de fois. Je recevais des choses dans ce sens-là. J'ai dit, mais pourquoi pas? Peut-être c'est mon destin qui est dans ce sens-là. Moi-même, je ne connais rien, mais les gens viennent me confier leurs soucis et je leur donne, apporte les conseils et certains produits et par la suite, ils viennent témoigner. C'est pas moi, mais ils mettent foi en ce que je leur dis. Pourquoi ne pas me lancer dans ça? Donc, d'où m'est venue l'idée de pouvoir accompagner ça, soit dans le cosmétique et dans d'autres produits spirituels dont je vends. D'accord. Pour les produits cosmétiques, est-ce que vous avez votre propre marque? Bon, je n'ai pas encore développé ma propre marque, mais je suis là-dessus parce qu'on ne peut pas sortir une marque comme ça sans pourtant l'étudier. Donc là, c'est encore c'est à l'étude. Il faut l'étudier spirituellement aussi, hein? Ben, déjà, le produit est là. Oui. La matière première est là, les ingrédients sont là. Maintenant, il faudra d'abord les tester sur soi-même. Et après, par la suite, les tester sur un échantillon. À partir de ce moment, on décide maintenant de le faire passer et rentrer dans le marché. Et les études en logistique, vous les avez regrettées ou bien? Non, je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a beaucoup aidé aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Oui. Déjà, quand on voit déjà la déco de ma boutique, tout ça, je l'ai appris à l'école. En logistique? En logistique, on nous montrait comment pouvoir commencer l'activité d'études de marché et tout ça. Bon, j'ai pas trop de connaissances, ça fait un moment j'ai oublié, mais le peu que j'ai retenu, c'est ça que j'applique dans ce que je fais et ça m'aide beaucoup. Voilà. J'ai besoin de vos conseils pour les jeunes qui nous suivent. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui sont en train de faire des études et qui se cherchent? Je veux dire aux jeunes qui sont en train de faire les études, de ne pas seulement compter sur l'État. Parce que l'État, c'est nous. Si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas regarder l'État. Donc, nous partons à l'école pour apprendre du savoir. Mais quand on apprend le savoir, on doit l'exercer pour pouvoir aider d'autres qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école, de pouvoir en profiter. Donc, de créer l'entreprise, de rentrer dans l'entrepreneuriat. Certes que ce n'est pas facile, mais d'y mettre avec le temps, ça va venir. C'est tout ce que et actuellement, vous avez combien de collaborateurs? Pour l'instant, je suis seule en ce moment. Je suis seule. J'ai eu des gens qui sont passés, j'ai eu des collaborateurs, mais ça n'a pas bien tenu. Donc, j'ai d'abord écarté pour pouvoir développer et m'y lancer. Très bien. M. Kindo, vous avez observé ces jeunes. Oui.
Quel commentaire faites-vous par rapport à leur parcours? Ils ont fait des études, après ils ont frappé aux portes des chefs d'entreprise comme vous. Et M. Fogui, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas donné suite à leur demande. Finalement, ils se sont lancés. Non, je pense que c'est une tendance mondiale actuellement. Il faut que les jeunes comprennent, comme l'a dit madame, que ce n'est pas seulement travailler dans un bureau ou être employé par l'État constitue aujourd'hui une alternative. Et deuxième chose que je voudrais dire, il faut que les jeunes comprennent que ce n'est pas nécessairement en ayant des ressources qu'on crée une entreprise. Il y a deux éléments qui sont importants. La première, le premier élément, c'est peut-être l'idée. L'idée. Il faut d'abord avoir l'idée. Ensuite, deuxième élément, il faut avoir de la détermination. Ce sont les deux éléments qui sont les plus importants. Quand vous avez ces deux éléments, nécessairement, vous allez trouver des financements. Quand vous avez ces deux éléments, une bonne idée, que vous avez de la persévérance et que surtout vous commenciez à le mettre en œuvre, même si c'est avec 10 000 francs en poche. Je connais un jeune qui était venu me voir où je travaillais, qui a demandé un stage. On lui a donné un stage d'1 mois. Et ensuite, il a demandé le renouvellement, il n'a pas pu avoir. Et 3 mois après, j'ai vu des polos, tout simplement des polos sur les réseaux sociaux. J'ai appelé pour commander. Et je me suis rendu compte que j'avais ce numéro-là dans mon téléphone. Et quand j'appelle, c'est le jeune homme qui décroche. Donc, il me dit, voilà, depuis qu'il a quitté, il n'avait pas pu avoir du boulot. Et il a eu l'idée de faire des polos à vendre. Il avait 25 000 francs. Il est parti au marché, il a payé une vingtaine de polos. Il a dessiné la carte de l'Afrique lui-même. Il est parti voir un ami qui était couturier, qui lui a fait la carte de l'Afrique sur les polos. Et il a mis ça sur les réseaux sociaux. Et donc vraiment, ça a pris. Et donc, moi, j'avais payé ces 2 polos il y a 3 ans à peu près. Aujourd'hui, il a pratiquement créé son label. Et il a 2 ou 3 motos qu'il a payées pour des livreurs. Et il est en train d'explorer le marché européen, le marché de la sous-région. Il commence à envoyer en Guinée. Il est en train de voir pour la France. Donc, c'est dire que c'est d'abord la volonté. C'est la volonté et ensuite la détermination. Et surtout, il faut faire le premier pas. Il faut commencer dès maintenant. C'est ce qui est le plus. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les archives. Est-ce que dans vos archives, vous avez des cas spécifiques d'entrepreneurs africains qui ont réussi dans vos archives? Naturellement qu'il y a beaucoup de success stories au niveau des entrepreneurs africains. Et il faut dire que ces 20 dernières années, beaucoup de choses ont changé au niveau de l'entrepreneuriat africain. Il y a des jeunes qui sont rentrés, qui ont bousculé vraiment les choses. Et aujourd'hui, dans tous les domaines, les entrepreneurs africains n'ont rien à envier à leurs collègues européens. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je prends l'exemple de la dernière technologie qui est l'intelligence artificielle. Je disais dernièrement qu'il y a une équipe de jeunes Sénégalais et une Gabonaise qui ont créé une IA africaine pour traduire le Wolof. Donc c'est vraiment des preuves qu'il y a de l'avancée dans ce domaine-là. Et c'est surtout que la jeune génération est décomplexée par rapport aux anciens qui avaient une approche beaucoup plus, je ne dirais pas archaïque, mais qui avaient une approche différente de l'entrepreneuriat. Actuellement, ce sont des jeunes comme ces 2 dames qui ont fait des études, qui ont de l'expérience et qui ont décidé d'aller en entrepreneuriat. Donc, ça fait que vraiment les choses bougent. Et comment vous utilisez dans votre métier l'intelligence artificielle et le digital? L'intelligence artificielle, quoi qu'on puisse dire, c'est vraiment une grande opportunité. Vous savez que c'est devenu une préoccupation au niveau mondial. Et plusieurs chefs d'État se sont retrouvés à Paris hier et aujourd'hui pour un sommet mondial sur l'intelligence artificielle. C'est dire l'importance de cet élément-là aujourd'hui. Et il ne faut pas que le continent africain vraiment rate de poche.
Dans le domaine où je travaille, par exemple, dans le domaine de la restauration, de tout ce qui est image, de tout ce qui est archive, c'est un élément qui est vraiment très important. Il faut qu'au niveau du continent africain, peut-être qu'on réfléchisse, même si les États ne peuvent pas le faire individuellement, qu'on fasse des regroupements d'États, ou même que le secteur privé s'investisse, qu'on crée de grands data centers pour pouvoir effectivement travailler donc, sur d'abord cette restauration de la mémoire du passé en préservant nos archives, en préservant notre base de connaissances, mais également dans les nouveaux secteurs, l'intelligence artificielle est vraiment un élément essentiel. Moi j'avoue qu'actuellement, je suis en train d'accompagner un ami dans la rédaction d'un livre et on se rend compte que l'intelligence artificielle peut être un atout important. Il ne remplace pas le cerveau humain, mais il aide beaucoup et il allège beaucoup le travail dans certains domaines. Il y a également des gens qui sont en train de refaire l'histoire avec l'intelligence artificielle. J'espère qu'ils ne vont pas vous concurrencer de façon malsaine. Refaire l'histoire, c'est difficile. L'histoire, ce sont des faits. L'histoire, ce sont des faits. Et c'est difficile de tronquer l'histoire. C'est vrai qu'on peut, à partir de documents ou à partir d'un témoignage, orienter, donner une orientation ou une connotation politique. Mais l'histoire, c'est d'abord des faits. Ce sont des faits concrets. Et ce sont des faits qu'on ne peut pas falsifier. Exactement. Merci beaucoup. L'histoire sont des faits qu'on ne peut pas falsifier. Monsieur Fogui, on va s'intéresser encore à la communication. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle et du digital, comme l'a dit monsieur Kindo. Est-ce que vous faites usage de l'intelligence artificielle et comment aidez-vous au niveau de cabinet ces jeunes qui sont diplômés? Et peut-être vous avez certainement des conseils également à leur donner pour mieux affronter le futur. Absolument. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est comme un nouvel alphabet. Et les personnes qui veulent survivre au développement du siècle présent et des années futures ont le devoir, l'urgence et la responsabilité d'apprendre cet alphabet dès aujourd'hui. C'est quelque chose que les parents auront la responsabilité d'apprendre dès maintenant à leurs enfants parce que ça va faire la différence dans l'éducation, dans le monde du travail et même dans le monde de l'entrepreneuriat dès les prochains mois. Et nous, justement, avec l'objectif de donner toujours le meilleur à toutes ces personnes, ces entreprises, ces institutions, ces clients qui se tournent vers nous, on a toujours le besoin de délivrer la qualité dans de meilleurs délais. Et l'intelligence artificielle entre de manière très importante tout au long de notre process. Depuis les processus qui concernent le contact avec le client dès le départ, la compréhension de son besoin, la structuration de son projet, l'exécution rapide et la livraison. L'intelligence artificielle entre à plusieurs étapes de notre processus de travail et nous permet d'optimiser le temps de travail pour être sûr que toutes ces personnes avec qui on a des partenariats au Sénégal et dans la sous-région soient toujours satisfaites de travailler avec nous. Pour ce qui concerne les jeunes, ce que je dirais c'est très simple. Généralement, je dis que on ne peut pas s'abriter sous un arbre qui ne donne pas de l'ombre. La vérité c'est quoi? C'est que un jeune peut avoir une belle idée aujourd'hui et comme M. Kindo l'a dit, il faut avoir la capacité de pouvoir commencer à exécuter son idée, quelle que soit la petite échelle à laquelle on commence. Et lorsque on aura la persévérance, la rigueur, la discipline de produire du fruit à partir de cette petite idée-là, les gens qui en ont besoin le verront. Et comme un arbre qui fait de l'ombre, les gens viendront s'abriter sous l'arbre. Je rappelle dans notre histoire que l'une des premières entreprises à l'international qui quitte l'Europe et vient ici au Sénégal pour un projet d'implantation d'une entreprise nationale, cette entreprise, nous ne la connaissions ni d'Ève ni d'Adam. Eux
Ils nous ont contactés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu notre travail. Exactement. Mais ça a pris de 2014 à 2021. Voilà ce que je donnerais comme conseil. Notre conseil sur la qualité de l'exécution du travail, c'est la persévérance. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse veut les résultats tout de suite et maintenant. Ils ne peuvent pas attendre. Qui a déjà vu un baobab pousser en 3 mois? Ça, c'est le maïs qui pousse en quelques mois. Mais le problème, c'est que quelques mois après, le même pied de maïs, il est parti. Mais le baobab, qui reste des décennies, prend aussi des décennies à devenir ce baobab. Donc, persévérance. La persévérance. La persévérance. Julienne, un commentaire sur ce qu'il vient de dire. Oui, L'importance d'être patient. Oui, dans l'entrepreneuriat, c'est la persévérance, la patience, la détermination pour pouvoir arriver là où on veut et rester longtemps. Comme ce qui vient d'évoquer, le baobab, ça prend du temps pour que ça grandisse. Et quand ça grandit, pour que ça meure ou que ça tombe, c'est pas facile. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est déjà commencer avec le peu qu'ils ont, mettre leur idée déjà en action et persévérer, se mettre au travail et persévérer. C'est tout ce que je pourrais dire. Actuellement, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat au Congo, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes Congolais qui nous suivent? Dans quoi aujourd'hui on peut en prendre au Congo, à part bien sûr le commerce? À part le commerce, moi je veux revenir sur l'idée qui a donné Claude et Monsieur Kinou. Les idées qu'ils ont, il faudra qu'ils le mettent en application. Même sans fond. C'est par là qu'ils doivent d'abord commencer. C'est pas que non, par où ils doivent commencer, non. Aujourd'hui, nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, si on n'avait pas mis en application notre idée, on n'allait pas rester là. On allait peut-être vite arrêter. Comme Monsieur Fogui, qui était docteur et maintenant qui a changé de domaine. Donc, il faut qu'ils mettent juste leur idée en action. C'est tout ce que je pourrais leur conseiller. Et on n'a pas besoin de financement pour démarrer? Est-ce qu'on peut démarrer sans financement? Est-ce que c'est possible? Claude, est-ce que vous l'avez réussi? Avec combien vous avez démarré? Avec 5 000 francs. 5 000 francs CFA. D'accord. Et actuellement, vous avez un chiffre d'affaires de combien, à peu près? Les gens n'aiment pas parler d'argent. C'est plus d'1 million. C'est plus d'1 million maintenant. Et vous êtes seul ou bien vous avez commencé à recruter des collaborateurs? Bon, je prends parfois des gens qui travaillent avec moi journalièrement. Mais c'est très bien, déjà, c'est très bien. En dehors de ça, je fais des grillades de soir. Faute de temps, j'étais obligée d'employer quelqu'un. Actuellement, c'est lui qui se charge du service, j'imagine. Très bien. Et vous faites travailler également beaucoup de livreurs, j'espère bien, au Sénégal. On m'accède à tout moment. Mais c'est déjà très bien. Exactement. On m'appelle, Tata Claude, tu ne publies pas. Vu que ma page Facebook, moi-même je m'appelle Claude, la majorité de gens maintenant m'appellent par Tata Claude. J'ai lancé ça comme ça. Pas Tata Claude. D'accord. Allez-y, M. Kindo. Je voudrais ajouter un élément. Par rapport à ce qu'elle fait déjà, comme elle a commencé avec 5 000 francs, actuellement elle fait travailler quelqu'un. Actuellement où elle fait l'émission, il y a des gens qui font tourner le service. Elle fait également travailler beaucoup de livreurs. Un commentaire sur ce qu'elle fait. C'est important aussi parce que... Oui, je suis convaincu que d'ici quelques années, si elle poursuit, elle aura peut-être l'un des plus grands restaurants congolais de Dakar. C'est une question de détermination. Très bien. Elle a déjà posé le premier pas. Quand on l'écoute, elle est vraiment déterminée. Elle a de la structuration dans les idées. Très bien. Je pense qu'elle deviendra un grand entrepreneur. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Je voudrais ajouter un mot par rapport à jeunesse et entrepreneuriat. L'autre aspect, en dehors d'avoir l'idée de poser le premier pas, d'avoir la persévérance, c'est de ne pas reculer devant les difficultés. De ne pas reculer devant les difficultés. On ne peut pas créer une structure ou commencer une activité et à la première difficulté, on baisse les bras. Ça, c'est un élément important. Et les difficultés, les erreurs qu'on commet, ce sont ces éléments-là qui nous permettent de grandir. Les mauvaises expériences en termes de leçons, disait l'autre.
et ça nous permet de grandir. Quand je dis grandir, ce n'est pas par la taille, mais ça permet à l'entreprise de grandir. Ça nous fortifie et ça nous permet de grandir. Exactement. Quand je prends mon propre exemple, quand j'ai lancé mon bureau d'études en 2021, j'ai commencé par un projet qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. J'ai rédigé le projet, j'ai approché un partenaire et on était pratiquement à la phase de signature du contrat quand il y a eu un quiproquo, pas un quiproquo, il y a eu un événement imprévu qui fait que moi qui comptais vraiment sur ce gros contrat, j'ai vu qu'il est tombé à l'eau. Oui. Ça vous donne un coup au moral, mais ce sont des éléments qui arrivent, il faut savoir les accepter et on repart sur de nouvelles bases. Donc cet élément, faire face aux difficultés, c'est vraiment un élément important. Ne jamais reculer, en phase de persévérer. Monsieur Fogui, est-ce que vous avez connu des difficultés en tant qu'entrepreneur au démarrage? Absolument. Oui, racontez-nous et comment vous les avez surmontées. Beaucoup de difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, quand on commence, nous ne sommes que deux. Mon ami et frère, Monsieur Audran Nkunku Samba, nous ne sommes que deux et on n'a pas de fonds. Ça veut dire qu'on commence avec moins. Il y en a qui ont commencé avec 5 000, nous on a commencé avec moins. Moins de 5 000. Il a fallu bâtir quelque chose, c'est ce qu'on appelle le capital confiance, pour dire que souvent les gens pensent que pour pouvoir se lancer, il faut des moyens, mais en réalité, il faut d'abord travailler sur soi. Et c'est pour avoir travaillé sur soi, ce capital confiance, qui a motivé qu'on puisse bénéficier de ce qu'on appelle du love money. C'est-à-dire que quelqu'un puisse s'engager à mettre de l'argent à notre disposition, qu'on devait rembourser au bout de 1 an. Ce qui se passe, c'est quoi, pour la petite histoire, c'est que on se projette pour démarrer les activités, on se dit, voilà le matériel qu'il nous faudra. On ne l'a pas. Il faut l'acheter, on n'a pas les fonds. Dès qu'on l'a, après avoir emprunté les fonds, on va signer tel et tel marché. On avait la possibilité de signer des marchés à peu près à 1 demi-million, voire 1 million, sur les mois qui suivaient. Et on se disait, après avoir signé ces marchés, qu'on connaissait très bien, on aurait la capacité de pouvoir rembourser et d'avoir du fonds de roulement pour continuer. On acquiert le matériel, on part rencontrer les responsables avec qui on devait signer, on leur présente le projet, mais là on parle d'il y a 11 ans en arrière. La première difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés, c'est que l'état d'esprit, le mindset, le marché n'était pas encore préparé à ce que nous, on venait offrir. On changeait complètement le paradigme. Eux, ils étaient à l'époque encore des images sur papier, etc. Nous, on proposait déjà des systèmes numériques, le cloud, etc. Et ils ne comprenaient pas ça. On a manqué ces marchés. On s'est retrouvé avec une dette à devoir rembourser. Et on est allé exécuter des marchés qui payaient 100 fois moins que ce qui était prévu, que ce qu'on devait exécuter en juste quelques semaines et rembourser. Au lieu de rembourser en quelques semaines, ça nous a pris 1 an de travail comme une fourmi, comme le dit la Bible, pour pouvoir réussir à rembourser. Voilà l'un des premiers défis auxquels on a fait face dès le début. Des fois, la prévision ne tombe pas. Ça n'assure pas la réussite. Et là, si vous comparez 2014 à 2025, actuellement, comment se passent les choses? Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a signé des partenariats avec, par exemple, l'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques de la sous-région. Il retourne à la pharmacie. Voilà. Oui, très bien. Donc, on a des collaborations avec des entreprises, comme je disais tout à l'heure, avec UNICEF, avec ICMPD et leur nouveau projet quinquennal sur les prochaines années. On a plusieurs projets
Bref, on a plusieurs collaborateurs aujourd'hui. On est passé de 2 à 3 associés. Au passage, je salue Monsieur Joël Kouya, qui est le 3e associé qui nous a rejoint il y a déjà plusieurs années de cela. Très bien. Plus de 12 collaborateurs qui nous accompagnent dans cette aventure et je salue chacune de ces personnes, dont mon épouse. Et voilà, la famille qui voit les fruits de ce qu'ils ne comprenaient pas au départ, parce que c'est une folie de se dire, tu as fait médecine, et aujourd'hui tu es à la tête d'une agence de communication, ça ne se voit pas tous les jours dans la rue. Ça ne se voit pas tous les jours, mais ça se voit bien sûr sur le plateau d'entrepreneurs africains. Tout à fait. J'espère que vous n'avez pas oublié le Cameroun aussi. Qu'est-ce que vous préparez pour le pays? Ce qui est sûr, c'est que pour le Cameroun, la soif est de pouvoir apporter la même rigueur et surtout la même dynamique. Quand je parle de dynamique, c'est quoi? C'est que je suis docteur, mon premier associé est ingénieur en informatique, le deuxième, lui, il est spécialisé dans les finances. C'est 3 domaines dans lesquels tout commence par l'écoute et se poursuit par un engagement aux moyens, parce qu'en tant que médecin, on dit qu'on a l'obligation de moyens, mais pas l'obligation de résultats. Mais ça veut dire que tu es dédié à la personne qui te fait confiance jusqu'à ce que tu arrives à donner tout ce que tu peux. Voilà qui nous sommes. Et c'est ça qu'on apporte à chacune des entreprises qui nous fait confiance, et c'est ce qu'on aimerait pouvoir apporter, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, parce que l'un des associés est congolais, que ce soit au Gabon, parce que l'autre associé aussi est gabonais. Et au Sénégal aussi, parce que vous êtes naturellement sénégalaise. Très bien. Madame Julienne, allez, comment vous faites avec vos produits? C'est vous qui les fabriquez, c'est vous qui créez les formules, ou bien vous importez les produits d'ailleurs? Présentement, j'achète les produits, je ne fabrique pas encore. Mais il y a une partie des produits tests qu'on fabrique pour les gens qui ont souvent des problèmes de brûlure. Ça, on a étudié sur nous, on a vu que ça donnait des effets. Moi-même, je suis, comme on dit, ancienne aïe salée, comme ici au Sénégal, aïe salée. Donc, grâce à ces savons qu'on a préparés, on a testé sur nous, on a vu l'efficacité et ça, on le vend accompagné avec des produits qu'on achète dans le marché. Parce que souvent, vous connaissez les produits dans le marché, ce que c'est. Mais on ne peut pas aussi empêcher aux gens qui veulent pouvoir s'embellir de pouvoir utiliser ces produits-là. Donc la stratégie qu'on a trouvée, c'est de associer avec ce qu'on fabrique, qu'on a déjà testé l'efficacité pour pouvoir accompagner ce produit-là. Est-ce que vous avez des matières premières qui nous viennent du Congo? Non. La matière première, la majorité vient d'ici. 100% local? Non, pas 100%, je peux dire 80% ici et 20% Mali, Burkina, parce qu'on utilise le beurre de karité. Essentiellement du beurre de karité? Le beurre de karité, oui. D'autres plantes qu'on trouve dans la nature. Et comment vous faites pour avoir des clients? Comment ils viennent? Comment vous communiquez? Comment vous faites connaître? Bon, pour la connaissance, ça fait déjà, je peux dire, beaucoup d'années. Je ne m'irai pas donner à l'année exacte, ça fait beaucoup d'années que nous sommes dans ça. Et les gens nous connaissent déjà par rapport aux produits que nous vendons. Parce qu'ils nous font confiance à chaque fois qu'ils viennent chez nous. Quand ils retournent, ils ont le résultat, ils sont satisfaits. Donc, c'est de bouche à oreille, les gens viennent. Voilà, c'est ça. Les meilleures publicités sont faites par les clients satisfaits. Clients eux-mêmes. Oui. Très bien. Claude, est-ce que les clients sont satisfaits du tchéboudienne que vous offrez? Est-ce que vous offrez du tchéboudienne? Non. Au Sénégal, on ne vend pas du tchéboudienne. Monsieur Kilo, ça c'est une faute grave, hein, une faute lourde. Alors, qui sont vos clients? Est-ce que réellement vous vendez vos produits au Sénégal? Bon, quelques Sénégalais. Mais sinon, des Congolais, des Gabonais, Camerounais. Mais le Sénégalais, il préfère son tchèp. Et un peu de poisson braisé le soir. Oui. Mais sinon, la journée, hormis ce que je vends, le saka, manioc, il y a la queue de bœuf, il y a pas mal de choses en tout. Et quand ça m'arrive, quand j'ai envie d'argent, je fais aussi des plats du jour. D'accord. Donc, il t'arrive de ne pas avoir envie d'argent. Quand tu es fatigué, là, il ne faut pas forcer, c'est pas bon. D'accord. Et vous avez un local ou bien vous êtes seulement en ligne? En ligne, je le fais à la maison.
Tout se fait à la maison. Hormis ce qui est local, la majorité des trucs, c'est made in Sénégal. Maintenant, ce qui revient du Congo, c'est les cotis, les ailes de dinde, le coco. Au Gabon, c'est l'onkumu. Au Cameroun, c'est quoi? Au coq. Et tout ça, vous l'importez? Ça, c'est obligatoire Congo. Et ça n'augmente pas vos coûts? Non, j'avais essayé d'étudier, ça va. Mais sauf qu'il y a des inconvénients aussi. Hormis, il y a aussi les atangas. Quand c'est la saison, ça revient du Congo. D'accord. Et quelles sont vos principales difficultés, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Bon. S'il y en a. Il n'y a pas trop de difficultés vu que j'avais essayé d'étudier le marché. Il y a des agences qui fonctionnent Dakar, Dakar-Congo, Congo-Dakar. Ou bien il y a des gens aussi qui vendent des kilos. Tu peux confier ton paquet. Il y a des parents qui sont au pays, tu envoies de l'argent, tu fais des courses, tu payes des kilos, ça arrive sans problème. Mais au mois de janvier, là, j'ai eu un problème. Racontez-nous le problème du mois de janvier. Depuis que j'ai commencé, certes qu'il y a des hauts et des bas, ça ne manque pas, mais au mois de janvier, ça m'a tellement fatiguée et frustrée. Mais bon, là, j'essaie un peu de me relever. Parce qu'il y a une dame qui venait, j'étais obligée de passer la commande. Vu que c'est des côtes et des safous. Les safous sont très, très sensibles. La dame a donné le jour, j'ai envoyé de l'argent. Arrivé là, elle ne vient plus. J'essaie d'appeler, elle ne répondait pas. J'étais obligée d'appeler la fille qui avait déposé le colis, de faire un tour là-bas, vu qu'il y avait un monsieur qui venait. Arrivé là-bas, la fille a quand même remis le colis, mais elle n'a pas remis l'argent. Le monsieur devait voyager le matin. La fille était obligée de prendre l'argent chez une maman et de ramener le colis à l'aéroport. Arrivé là-bas, le colis est resté aussi. Donc, j'étais dépassée. J'ai dit, tu as l'argent. J'ai dit chez le monsieur, essayez de négocier. Si je veux envoyer l'argent tout à l'heure, le monsieur a dit, c'est pas possible. J'étais dépassée. J'ai dit, bon, ok. Là, je veux prendre plus de précautions. Prochainement, je veux me rassurer si la personne, c'est sûr, si la personne est en train de venir ou c'est pas bon. Mais sinon, j'essaie de gérer. On essaie de gérer. C'est ça être entrepreneur. Là, ça, je prends l'élan. J'ai d'abord arrêté. Je prends l'élan. Je fais d'abord tout ce qui est du Sénégal. Mais ce qui revient du pays, là, j'essaie un peu de me relever pour prendre l'élan. Parce que 10 kilos, ça te fait déjà 35 000, sans compter les frais. Après, tu perds peut-être une partie. Déjà, les atangas, 5 000, c'est une bonne quantité. Tu perds ça, c'est de l'argent. Donc là, Michel, si vous voulez bien, je voulais revenir sur 3 petits éléments. Très bien. Quand on est entrepreneur, il y a des éléments nécessairement à prendre en compte. Lesquels? Monsieur Fougny a parlé de l'un des aspects, c'est la rigueur. La rigueur. La rigueur manque souvent au niveau de notre jeunesse. Quand vous voulez imposer une image, la première des choses, c'est la rigueur dans le travail. S'astreindre à faire du travail bien fait, c'est un élément important. C'est un élément important. On n'a pas besoin, pour les premiers travaux, surtout quand on lance son entreprise, d'avoir des gros profits, mais il faut d'abord s'imposer par le travail bien fait. Très bien. Quand le travail est bien fait, le travail fonctionne comme un agent de communication et de marketing. C'est ce qu'il a fait. C'est un élément important. Le deuxième aspect, c'est travailler même sur sa propre personne. Parce que quand vous allez présenter un projet ou discuter d'un partenariat, votre mise personnelle, votre attitude personnelle, votre mindset sont des éléments importants. Exactement. Vous ne pouvez pas aller en jean déchiré pour aller parler d'un partenariat. Donc, ce sont des éléments importants. Troisième point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est voir grand. Aujourd'hui, comme on le dit, le monde est un grand village. On ne peut pas créer une entreprise en ayant en tête juste un pays. Il faut vraiment voir grand. Et c'est ce que nous faisons au niveau de Mémoire Vive. Nous avons notre siège à Dakar, nous allons ouvrir bientôt au Burkina. Et nous avons des projets qui
qui intéresse vraiment plusieurs pays africains. Très bien. Donc aujourd'hui, il faut voir grand. Il n'est pas question de créer une entreprise et dire non, je travaille juste dans ce pays. Le monde est aujourd'hui un village planétaire et il faut vraiment des entreprises qui ont de l'ambition. Il faut de la rigueur, il faut travailler sur sa propre personne et voir grand. Il nous reste quelques minutes pour terminer notre émission. On va faire un dernier tour de table. On va commencer par Julien. Ce sera le dernier tour de table et après nous allons... Voilà, Julien, un dernier mot par rapport à l'activité. Par rapport à l'activité, mon activité ou le conseil oui, comme tu veux, vas-y. Pour le conseil que je peux donner, je pense que monsieur Kindou l'a dit, il faudra avoir d'abord l'idée. Avoir l'idée, le mettre en application. Mais avant tout ça, d'abord s'étudier, se connaître qui on est et le mettre en valeur. Si on ne se met pas en valeur et qu'on ne sait pas se vendre, ça ne sera pas aussi facile. Malgré notre idée, malgré nos moyens qu'on a, ça ne pourrait pas vraiment vous emmener loin. Donc pour vous emmener loin, il faudra d'abord vous connaître. La connaissance de soi, je pense que c'est un atout pour un entrepreneur. Quand on se connaît et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, on va rester tenace parce qu'on se connaît déjà. On sait qu'en avançant, on peut rencontrer telle ou telle situation. Mais moi, mon objectif, c'est d'aller là où je veux aller, de voir grand. Donc, ceux qui veulent se lancer, lancez-vous, mais il faudra mettre en tête que c'est pas facile. Il y a le haut et le bas, et déjà en tenir compte. Voilà, c'est tout ce que je Voilà, et comment vous trouvez cette émission-là qui est dédiée aux entrepreneurs africains? Je dirais que c'est une bonne chose parce que moi, je ne connaissais pas ça. Comme on dit, quand on sait bien se vendre, c'est grâce à ça que j'ai connu ça. Très bien. Donc, c'est une bonne opportunité parce qu'il y a beaucoup des entrepreneurs qui ne sont pas visibles, qui ne savent pas par où commencer, qui peuvent profiter de cela en voyant cette plateforme. Merci beaucoup. Monsieur Fogui, à vous. Oui, ce que je pourrais dire, c'est trois choses. La première chose, la foi. La foi. La deuxième chose, la famille. Et la dernière chose, les gens. Les gens. La foi, petite histoire, Covid 2020, on vient de prendre le nouveau local où tout le monde devait travailler. Très bien. On vient à peine de signer et de commencer même du recrutement. Oui. On recrute toute une nouvelle partie de l'équipe. 2-3 mois après, le président déclare confinement, état d'urgence. On a dû garder ce local pendant des mois. On a dû faire des mois avec toute cette équipe nouvellement recrutée, et les anciens aussi, sans aucune activité. Très bien. Pour la petite histoire, short story, cette année, on a persévéré, on a cru qu'il y a plus grand, qui nous a permis de tenir depuis le début. Très bien. Et tenez-vous bien, c'est l'année où on a fait le plus gros chiffre. 2024. Dès que l'état d'urgence a été levé, Dieu a permis qu'on a eu l'un des mois les plus fructueux depuis le début de toutes ces années. La famille, parce que sans eux, je ne serais pas là. J'ai commencé à raconter mon histoire en parlant de qui je suis et qui me vient de mes parents. Et aujourd'hui, ils savent quel est l'enfant que je suis, la rigueur et la persévérance que j'ai. Et c'est grâce à leur soutien indéfectible, que ce soit dans mes études ou l'homme que je suis aujourd'hui, que je tiens. Et les personnes, tout simplement parce que mon épouse, mes associés, mes collaborateurs, en réalité, je ne serais pas assis ici aujourd'hui si ces personnes n'existaient pas. Très bien, merci beaucoup. Merci, M. Fogui. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit ce soir? L'émission est à saluer parce que le continent a tout simplement besoin que la voix de la vérité soit portée. En réalité, pour ma part, on ne parle pas d'entrepreneuriat. On parle d'urgence. Je vais définir cette urgence-là simplement. Les statistiques disent que
Il y a à peu près 300 000 étudiants qui sortent ici au Sénégal par an. Pourtant, le gouvernement, la fonction publique ne peut en réalité absorber à peu près que la moitié. Et de toute façon, chaque année, le gouvernement ne peut pas virer tout le monde et recruter cette moitié d'étudiants qui sortent. Que faire? Il faut avoir la capacité de se servir de ce qu'on a pour pouvoir proposer quelque chose et générer du revenu. C'est urgent que cette émission et d'autres puissent aider à changer le mindset du continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Claude, un dernier mot et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de ce plateau qui est dédié aux entrepreneurs africains, les hommes et les femmes qui font vivre ce continent? C'est d'abord croire en ce qu'on fait. Il faut s'écouter, c'est très important. Et essayer un peu de fixer les bases pour aller en avant. Et merci aussi pour ce plateau. Merci de nous recevoir. Merci pour tout, pour la visibilité de tout un chacun de nous ici présents. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être je vais te faire un peu de publicité. Comment faire pour commander tes produits? C'est important aussi. Là, c'est ma participation dans ton projet. Ma page Facebook, c'est chez Tata Claude. Et mon numéro, c'est le 77 351 65 71. C'est bon. C'est la première fois qu'on le fait dans cette émission-là. Merci beaucoup. Monsieur Kindo, oui, vous allez fermer l'émission. Oui, je voudrais revenir sur quelques points très rapidement. D'abord dire que quand on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement dans le soft, ce n'est pas uniquement dans la communication, dans les services, mais il y a un élément qui est en train de se développer actuellement, c'est tout ce qui se rapporte à l'agriculture. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment des niches à ce niveau que les jeunes devraient vraiment explorer. Plusieurs pays ont vraiment pris des initiatives très intéressantes et ça a commencé à développer de petites unités industrielles, des agro-businessmen. Et c'est vraiment tout un microcosme de l'économie qui est en train de se créer à ce niveau. Effectivement. Le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est saluer quand même l'effort qui est fait au niveau de nos États actuellement pour favoriser tout ce qui est entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand vous voulez créer une entreprise individuelle au Sénégal, c'est quoi? C'est 25 000 francs. Et en 3 jours, vous avez votre récépissé. Ce sont des efforts qui ont été faits par l'État. C'est l'un des rôles de l'État, favoriser ce climat-là pour que vraiment les jeunes et les intelligences puissent s'engager donc sur les chantiers du développement. C'est un élément important. Et enfin, saluer ces genres d'émissions-là qui sont vraiment très intéressantes. Je vais vous faire une confidence. Moi-même, j'ai fait la communication, j'ai fait la télévision. Ah, très bien. Donc, je sais un peu de quoi il s'agit. Effectivement. Je sais quel peut être l'impact de ce genre d'émissions-là. Et vraiment, je vous encourage. Merci beaucoup. Merci M. Kindo. Merci Claude. Merci Fogui, mon ami du Cameroun. Merci également à Julienne. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs. C'était votre émission Entrepreneurs africains. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez connectés sur CNM. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine émission. Merci à vous tous.